Merci, bonjour à tous. Moi c'est Florian et je vais vous présenter le métier de chercheur. Je suis actuellement en thèse à l'Institut Niel à Grenoble, mais avant de vous parler de ce que je fais, je vais vous présenter un objet, plutôt une structure que vous avez tous vu dans votre vie de tous les jours. C'est ça, c'est un tourbillon, un vortex plutôt. Vous pouvez en observer par exemple quand vous videz l'eau de votre évier ou aussi dans l'air. Quand il y a par exemple des phénomènes météorologiques comme des tornades, mais observez pas ça de trop près s'il vous plaît, c'est dangereux. Et ben moi j'étudie ces vortex, pas dans l'eau, pas dans l'air, mais dans un fluide beaucoup plus particulier, un fluide très froid qui s'appelle l'hélium superfluide. Mais avant de nous plonger dans l'hélium, je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé à m'intéresser aux sciences et à la recherche. Alors depuis petit, j'ai toujours été naturellement curieux du monde qui m'entourait, j'avais envie de comprendre comment les choses fonctionnaient, et puis j'ai assez vite développé un intérêt pour les sciences, les maths, la physique. Par exemple, au collège, j'adorais résoudre des petits problèmes, des choses comme ça, et puis donc quand je suis arrivé au lycée, je suis arrivé en filière scientifique, assez naturellement, qui existait encore à ce moment-là, et c'est à cette occasion que j'ai eu mon premier contact avec le monde de la recherche. C'était lors d'un stage où j'étais en immersion dans un laboratoire qui faisait de la physique des sols. Et je me suis j'ai pu découvrir le matériel qu'il pouvait y avoir dans ce genre d'endroit, laboratoire de recherche, ça m'a impressionné. Mais surtout, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la recherche, les chercheurs, c'était pas que, comme le voudrait le stéréotype des chercheurs au crâne dégarni qui écrivent des grandes équations incompréhensibles sur un grand tableau noir. C'était aussi et surtout des gens qui étudient des choses très concrètes, comme par exemple de la Terre. Et ça m'a permis de me rendre compte que la recherche, c'était un monde qui pouvait m'être accessible et que ce n'était pas une discipline réservée à quelques génies, ça pouvait être très terre à terre. Alors là, ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous paraître un petit peu bateau, mais dans la vie, des fois, on fait des rencontres et puis elles nous permettent d'élargir nos horizons. Et ça, c'est ce qui m'est arrivé un petit peu plus tard, quand j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec une astrophysicienne de renom qui m'a présenté, qui m'a expliqué sa vision de la recherche, sa façon de faire son métier. Et surtout, elle m'a fait rêver, parce que déjà, il y a l'effet waouh de l'astrophysique, les planètes, les étoiles, les trous noirs, toutes ces choses-là. Et puis, elle travaillait sur la naissance des étoiles, qui se réalise dans ce type d'univers, dans ce type d'environnement, ce sont des nébuleuses. Et ça, je trouvais ça super beau, ça a titillé mon imaginaire, mais surtout, ce dont je me suis souvenu, c'est que par son travail, par sa carrière, elle avait pu contribuer à son domaine, elle avait pu apporter sa pierre à l'édifice des connaissances scientifiques. Et ça, je ne l'ai pas oublié. Alors, toutes ces expériences ont maturé par la suite, et au moment d'arriver au choix des études supérieures, je savais que j'avais envie de faire beaucoup de maths, beaucoup de physique, donc je suis allé en classe préparatoire, et à la fin de la classe prépa, après avoir fait peut-être un petit peu trop même de maths et de physique, je ne savais pas encore trop précisément lequel des deux je voulais faire, donc je suis entré en école d'ingénieur généraliste, où j'ai pu découvrir plein de choses, mais surtout, il y a une chose qui m'a aidé à ce moment-là, pour mes choix futurs, ce sont les stages, pour avoir des expériences concrètes des domaines que j'étudiais et puis pouvoir faire des rencontres. Et justement, c'est pendant un stage de césure que j'ai eu ma première expérience, on va dire, sérieuse de la recherche. Et je me suis rendu compte que le travail de chercheur, c'était d'abord un travail exigeant, parce que quand on a un problème de recherche, la réponse elle n'est pas juste là devant nous. On est dans des territoires très souvent qui sont inexplorés, et donc ça peut être un peu difficile au début. Et donc une fois qu'on a pris une direction, on est sur une piste, si on a des petits problèmes et qu'on n'y arrive pas tout de suite, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer, il faut être persévérant. Et par contre, quand on arrive à avancer, ou encore mieux, quand on fait une découverte, là, on a une excitation intellectuelle qui est incroyable. Et puis, vu qu'on a plein de possibilités, de pistes à découvrir, à tester dans notre sujet de recherche, c'est beaucoup de liberté finalement dans le travail du chercheur. Et je dirais que ce travail-là de chercheur est bien caractérisé par ce duo, cette tension entre exigence et liberté. À cette occasion, j'ai aussi pu découvrir la recherche expérimentale. Et là, je me suis rendu compte que les formules que je voyais en cours, les lois de physique, les lois de la physique, elles devenaient beaucoup plus intéressantes, elles devenaient beaucoup plus vivantes quand je pouvais les voir se réaliser devant mes yeux,
dans les expériences que je faisais. Et ça a été une petite révélation pour moi. Et ça m'a permis de me rendre compte que ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir palper la physique. Et ça m'a donné un grand intérêt par la suite pour la science expérimentale. Et maintenant, on va enfin arriver à notre hélium superfluide. Je l'ai rencontré pendant ma dernière année d'école d'ingénieur, cet hélium et les vortex qui vivent dedans. Et c'est un sujet qui m'a tout de suite passionné parce qu'il est à cheval entre physique des fluides et physique quantique, qui est la physique des petites échelles. Et ce crossover disciplinaire, pour entendre dire, m'a tout de suite passionné. Et à ce stade, je savais que j'avais trouvé un sujet qui me passionnait, auquel je voulais apporter quelque chose, et dans lequel j'étais prêt à passer les 3 ans d'une thèse. J'ai par la suite rencontré mon directeur de thèse, et c'est à ce moment-là que j'ai été happé par les vortex. Et c'est pour cela que maintenant je vous propose de vous emmener avec moi dans l'univers de l'hélium superfluide et des vortex. Alors, j'en parle depuis tout à l'heure. L'hélium superfluide, c'est quoi ? Vous prenez de l'hélium, le gaz qui vous donne la voix aiguë quand vous en respirez, et vous le refroidissez. Et vous le refroidissez beaucoup, 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 beaucoup. Il va devenir un liquide, un fluide. Mais quand je dis que c'est un fluide très très froid, c'est pas comme quand on est en hiver, on sort dehors, il fait -10. Bon, c'est rare malheureusement actuellement. Mais c'est pas ça. Ça, c'est pas froid pour nous. Ça, c'est brûlant. Nous, on n'est pas à -10 degrés Celsius, on est à -270 degrés Celsius. En fait, c'est tellement froid que l'hélium superfluide, il a un record, c'est celui du liquide le plus froid qui existe. Et dans ce fluide-là, il y a des vortex, mais des vortex un petit peu particuliers. Ce sont des vortex quantiques. Alors, quand on dit quantique, assez vite, on peut se mettre à imaginer des choses un petit peu particulières, ce genre de vue d'artistes de science-fiction, qui sont certes très jolies, mais qui ne veulent pas dire grand-chose. Non, un vortex quantique, ça a une définition très concrète. Imaginez que vous ayez une tornade devant vous. Eh bien, cette tornade, si elle est quantique, vous allez ressentir une vitesse de vent qui ne va pas être n'importe quoi. La vitesse du vent, ça va être par exemple 100 km/h ou 200 km/h ou 300 km/h, mais pas 150 ou 213 ou je ne sais pas quoi d'autre. C'est comme si vous aviez un sélecteur qui permettait de fixer la vitesse de rotation de la tornade, donc avec plusieurs positions définies, 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Et donc un vortex quantique, c'est ça, c'est un vortex dans la vitesse de rotation est géré on peut imaginer par ce sélecteur. La vitesse de rotation, on dit qu'elle est quantifiée, d'où le terme quantique. Eh bien, ces vortex quantiques, moi, je les étudie de façon expérimentale. Ça veut dire que je travaille sur une expérience, une installation expérimentale que vous pouvez voir ici. Alors, au centre, en orange, vous voyez un cryostat. C'est une sorte de super frigo qui nous permet de descendre très, 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 très froid et d'avoir notre hélium superfluide. Et tout autour, il y a plein d'instrumentation qui nous permet de voir nos vortex. Et il y a un petit truc en plus, ça tourne. Tout ça tourne. On étudie ces hélium superfluides en rotation parce que ça nous permet de mieux pouvoir voir plus facilement les vortex quantiques. À ce sujet, il y a une chose qui est importante, c'est que cette installation, elle est unique au monde. Et de façon plus générale, quand on fait de la recherche, on a souvent le privilège de pouvoir travailler avec du matériel de pointe et ou très très rare. Et ça, c'est une source de motivation au quotidien pour moi. Alors, comme vous pouvez peut-être vous l'imaginer, je ne passe pas ma journée à faire tourner cette installation que je viens de vous montrer. Sinon, ça deviendrait vite assez répétitif. Non, une journée d'un chercheur, ce n'est pas du tout répétitif en fait. Il y a plein d'activités. Et la première, c'est les manipulations expérimentales. Donc, pour le coup, utiliser cette installation dans mon cas. C'est l'occasion de réaliser plein d'actions très concrètes, comme par exemple ouvrir, fermer des vannes, tourner des boutons, changer un petit peu des paramètres expérimentaux pour voir comment nos vortex réagissent. Et puis, une fois qu'on a fait ces expériences, on a des données. Pour nous, ces données, c'est des films de nos vortex. Et une fois qu'on a ces films, on ne va pas les laisser là comme ça. Il faut qu'on comprenne ce qui s'y passe. Donc, ces résultats, on va les analyser. Et cette étape, c'est l'occasion d'interpréter, de comprendre ce qu'il y a dans nos films, ce que font nos vortex, de voir si ça correspond à des choses qui sont déjà connues ou pas. Et une fois qu'on a compris quelque chose, qu'on a compris le plus possible, idéalement, ces résultats-là, on ne va pas les garder pour nous, sinon ça ne sert à rien. On va les communiquer. Par exemple, en écrivant des articles scientifiques dans lesquels on expose nos résultats et
qui sont diffusés à l'ensemble de la communauté, ou par oral, lors de conférences, de symposiums, où la communauté scientifique peut se rencontrer pour discuter des derniers résultats et des projets de recherche futurs. À propos de communication, il y a un exercice qui est souvent un petit peu mis au second plan, et c'est dommage, je trouve, c'est la vulgarisation. La vulgarisation, c'est la communication du monde scientifique vers le grand public, et c'est quelque chose qui est vraiment important, parce que ça permet de faire en sorte que le grand public ne perde pas confiance envers le monde scientifique. Et s'il y avait un peu plus de vulgarisation, je pense par exemple qu'il n'y aurait peut-être pas 10% de Français qui se demandent ou même qui pensent que la Terre est plate. À propos de ces 3 étapes, j'ai encore une chose à dire, c'est qu'il y a du travail d'équipe la plupart du temps. Par exemple, lors des manipulations, dans mon cas, je ne peux pas être seul pour opérer, pour utiliser l'installation expérimentale. Lors de l'analyse de résultats, c'est plus efficace d'être à plusieurs, puisqu'on peut brainstormer, on peut avoir plusieurs idées, on trouve des choses plus facilement, on peut discuter, il y a plus d'émulation. Et lors de la communication, ça c'est une étape qui se réalise en communauté, par essence. Alors, à ce stade, vous vous dites peut-être, c'est bien ce jeune, ce qu'il fait, il regarde des vortex bizarres dans un fluide super froid, c'est génial, mais à quoi ça sert ça? Vous avez le droit de vous poser la question, et ma réponse, c'est que je fais de la recherche fondamentale. Alors, par opposition à recherche appliquée. Alors pour forcer un peu le trait, ça veut dire que moi, mon but, c'est pas de vous vendre quelque chose à la sortie, ça, c'est pas mon sujet, c'est de comprendre comment l'hélium superfluide fonctionne. Parce que si on comprend mieux comment il fonctionne, dans le futur, on aura des applications qu'on ne connaît pas encore et qui ne sont pas forcément liées à l'hélium superfluide. Par exemple, des vortex quantiques, il y en a dans les supraconducteurs qui permettent de transporter l'électricité sans perte. Donc un sujet très très important. Vous aurez donc compris que la recherche fondamentale, c'est une recherche de long terme. L'échelle de temps, c'est à peu près la décennie. Et la recherche fondamentale, il y a une autre chose qui est à retenir, c'est que c'est fondamental, c'est dans le titre. Parce que sans ça, notre technologie ne serait absolument pas ce qu'elle est actuellement. Et pour ça, je vais prendre l'exemple, un petit peu tarte à la crème, d'Albert Einstein, qui, au début du XXe siècle, a développé la théorie de la relativité générale. Mais lui, les applications, a priori, il n'avait pas grand-chose à faire. Il voulait comprendre la structure de l'univers. Il voulait comprendre comment tout ça fonctionnait. Et il se trouve que sans la relativité générale, nos GPS ils ne seraient précis qu'à quelques kilomètres près. Ce qui, vous en conviendrez, ne servirait à rien. Et au-delà des applications, d'ailleurs, il y a un objectif que se donne la recherche fondamentale, c'est de construire du savoir, de générer du savoir, mais pas n'importe quel savoir. Du savoir de qualité, du savoir reproductible, du savoir solide. Et pour ça, quand il y a un nouveau résultat qui sort, il faut qu'il puisse être accessible à l'ensemble de la communauté scientifique pour pouvoir être confirmé ou contredit ou amendé, et donc que les connaissances deviennent de plus en plus vérifiées, de plus en plus solides. Et pour ça, comme je l'ai dit, il faut que les connaissances elles puissent se diffuser très largement. Il faut qu'elles puissent être accessibles à tout le monde. Et donc, il faut que les connaissances scientifiques soient un bien commun et pas une marchandise, parce que sinon, la recherche elle va moins vite. Mais revenons à nos moutons. Je suis actuellement en thèse, mais je ne serai pas en thèse toute ma vie. Et ce qui est bien, c'est qu'après la thèse, on peut faire plein de choses. On peut par exemple aller travailler dans le privé, dans des grands groupes qui des fois font même de la recherche fondamentale parce qu'ils en ont les capacités et qu'ils en comprennent l'intérêt. On peut aussi aller dans des plus petites structures comme des startups où évidemment on peut aller dans le public pour devenir chercheur dans le public, quoi. Une chose très importante, c'est que quand on a fait une thèse, on n'est pas du tout enfermé au seul sujet de notre thèse après. Parce qu'on a armé notre cerveau à savoir attaquer des problèmes complexes, on sait s'adapter, on sait persévérer, on sait trouver de nouvelles pistes quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, etc. Et on a des connaissances techniques qui sont transférables. Par exemple, moi, je sais gérer des gros volumes de données, je sais faire de l'analyse d'images, j'ai des connaissances techniques sur le matériel que j'utilise, des caméras, de la cryogénie, etc. Bon, on va arriver à la fin de cet exposé, et si en partant, vous deviez ne retenir qu'une seule chose, c'est que la recherche, c'est avant tout une affaire de curiosité, de persévérance, et absolument pas une affaire
d'excellence académique, d'avoir été le premier de la classe toute sa vie ou d'avoir suivi formation dans les écoles les plus prestigieuses. La recherche n'est pas réservée à une élite. Je vous remercie.